Bonjour Wilfried, bonjour Patrick. Allô? Salut Adélia. Comment allez-vous? Vous allez bien? Une forme olympique. On aime ça. Alors, bienvenue à tous qui nous rejoignez pour ce nouveau live, pour cette nouvelle causerie de Code F. J'ai le plaisir d'être en excellente compagnie cette fois-ci. Si vous vous souvenez, il y a un mois, nous faisions donc une causerie, c'était le 30 avril dernier, sur le thème de notre porte-monnaie. On en parlait à porte-monnaie ouvert. Aujourd'hui, c'est une nouvelle édition avec un nouveau sujet. Si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas Code F, laissez-moi vous en dire deux mots. Code F est une entreprise indépendante à vocation sociale qui se spécialise dans l'éducation financière et dans l'accompagnement financier. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette causerie qui portera donc sur le thème de l'achat d'une habitation. Et pour en parler, comme je le disais, je suis vraiment bien accompagnée. Je suis en compagnie de deux experts, à savoir Wilfried Ouedraogo. Alors, qui est Wilfried Ouedraogo? Déjà, bonjour, encore une fois, Wilfried. Bonjour Adélia. Alors, Wilfried, tu vis au Québec depuis près de 20 ans. Tu as fait des études en finance et en marketing à l'Université Laval, comme moi d'ailleurs. Et après ces études-là, tu as exercé dans le domaine bancaire en tant que conseiller financier avant de te lancer, en fait, de t'orienter plus vers le domaine hypothécaire en tant que spécialiste et pas n'importe où finalement, dans trois institutions qui ont une excellente réputation, pas seulement au Québec, mais vraiment à l'échelle du Canada. Alors, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Wilfried. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Yeah. Alors, en plus de Wilfried, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Patrick Fournier. Bonjour Patrick, donc tu es courtier immobilier, mais pas que. Tu es également propriétaire, copropriétaire et gestionnaire d'immeubles avec un parc en comprenant plus de 200 portes, si je ne me trompe pas, plus de 100 portes, si je ne me trompe pas, et près de 20 000 pieds carrés de locaux commerciaux. Alors, en compagnie d'un courtier hypothécaire, en compagnie d'un courtier immobilier, merci également à toi, Patrick, de vraiment de te joindre à nous pour cette causerie de Code F. Ça fait plaisir. Pour commencer, je pense que si certains sont novices, un peu comme moi, on peut se poser la question de savoir quelle est la différence finalement, déjà, entre courtier hypothécaire et courtier immobilier. Dans le fond, si je peux me permettre, dans le fond, moi, mon travail, mon rôle, c'est d'être directement sur le terrain avec le client à la recherche d'appels rares pour la propriété, versus que le courtier hypothécaire, il va travailler plus en arrière-plan. En fait, c'est lui, dans le fond, moi, je vends le rêve et le courtier hypothécaire, lui, va nous ramener à l'ordre puis il va nous dire, OK, ton rêve, c'est ça, mais tu pourrais te permettre peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus. Très bien. Effectivement, en fait, le rôle du courtier hypothécaire, c'est de regarder en fait avec toutes les banques, exemple au Québec, ou les compagnies d'assurance, il y a des compagnies d'assurance qui font du financement aussi. Au moment où vous faites votre promesse d'achat, quelle est votre capacité d'emprunt et quelle est la banque qui pourra vous offrir les meilleures conditions selon votre besoin. Donc, on travaille avec plusieurs institutions financières et au lieu vous-même de magasiner dans chaque institution financière, faire une demande de crédit, avec un guichet unique, le courtier hypothécaire a accès à plusieurs prêteurs et peut même parfois les mettre en compétition pour vous offrir les meilleures conditions. D'accord. Donc, on a vraiment une combinaison gagnante parce que vous avez des rôles pivots qui peuvent, je pense, faire gagner énormément de temps et peut-être de mots de tête, d'énergie à vos différents clients. Alors, justement, parlant de tout ça, on va se lancer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Concrètement, en quoi consiste le processus d'achat d'un bien immobilier, d'une habitation? En fait, moi et Wilfried, on travaille en collaboration. Dans le fond, le courtier immobilier puis le courtier hypothécaire travaillent vraiment en équipe, OK? Dans le sens que la première chose qu'on va faire, par exemple, si vous êtes intéressé par une propriété, mais vous n'avez aucune idée de quel est votre budget, alors la première étape,
c'est de déterminer son budget. Donc, de rencontrer un courtier hypothécaire pour faire faire ce qu'on appelle une préqualification bancaire. À ce moment-là, vous allez savoir, OK, est-ce que je peux m'acheter une propriété de 250, 275, 300 000 ou même 500 000? Donc, c'est vraiment la première étape. On vient déterminer le budget, la gamme de prix dans laquelle on va magasiner. Ensuite de ça, ben, un deuxième point qui est important, ça va être de déterminer le secteur qui vous intéresse. Parce que, dans le fond, c'est bon de vivre dans un secteur où est-ce qu'il fait bon de vivre, là, dans le sens que souvent, on a la réalité comme les enfants, la famille. Généralement, on recommande aux gens justement d'être le plus près possible des services, justement parce que c'est pratique d'être avec les services, mais tout dépend aussi des besoins des gens. C'est pas rare justement qu'on va avoir des gens qui habitent en ville qui vont vouloir s'évader en campagne. Alors là, eux autres, justement, au contraire, ils ne chercheront pas la proximité, ils vont chercher à s'éloigner. Fait que dans le fond, une fois qu'on a établi le budget, le secteur, vos besoins, quand j'ai parlé de besoins, je veux parler nombre de chambres, nombre de salles de bain, quelle dimension du terrain ça vous prend. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une piscine creusée ou au contraire, vous n'en voulez pas du tout? Voulez-vous avoir une forêt derrière, des voisins, etc.? Fait une fois qu'on a déterminé vraiment quels sont vos besoins, moi, je me trouve à créer, si on veut, une alerte dans le système pour regarder tout ce qui correspond à vos besoins. Parce que des maisons, si je prends exemple la Ville de Québec, il y a peut-être 3000 maisons à vendre là, à Québec. Là. Fait que c'est important de venir mettre des paramètres pour vraiment déterminer qu'est-ce que vous voulez. Et une fois là, qu'on a déterminé les paramètres, là, la partie de fun commence, on commence à faire les visites, on va sur le terrain, puis là, on y va par élimination. On compare des pommes avec des pommes, une maison de 3 chambres avec une autre maison de 3 chambres, etc. Au final, dans le fond, c'est le client qui va choisir sa propriété qu'il préfère. Excellent. Wilfried, est-ce que tu veux bien, enfin, je comprends, enfin, de ce que je comprends de ce que tu dis, Patrick, déjà, le courtier immobilier à ce moment-là est un peu comme un chef cuisinier qui prend les ingrédients que lui donne son client et en fait un bon gâteau pour un chef pâtissier, mettons. Mais je veux revenir un peu sur le point du financement. Je le ramène un peu à terre, comme tu disais tantôt. Qu'est-ce que toi, tu fais, Wilfried, concrètement, pour répondre à la question de cette personne-là qui n'a pas forcément de budget, mais qui s'intéresse à un achat? Ben justement, moi, je vais fixer les paramètres et le budget du fameux chef pâtissier ou cuisinier. La première étape, vraiment, c'est de se préqualifier, donc, c'est-à-dire de déterminer la capacité d'emprunt pour éviter de chercher des propriétés qui peuvent être au-dessus de notre budget et aussi de sauver du temps au courtier immobilier soi-même, en fait. Il y a je vous dirais 5 à 6 grandes étapes qu'on regarde au niveau de la préqualification. La première chose qu'on regarde, puis peu importe votre statut, que vous soyez résident permanent, citoyen canadien, même avec permis de travail, on regarde la mise de fonds. Au Canada, au Québec, on demande le minimum, c'est 5% de mise de fonds pour une maison ou un duplex, 10% pour un triplex ou un quadriplex. Donc, on regarde si vous l'avez. La mise de fonds peut provenir de votre épargne, ça peut provenir de vos REER, ça peut provenir d'un don de la famille, le love money, très, très courant en Colombie, ou les tontines. Les tontines, c'est un peu… on peut l'utiliser, mais avec un peu plus de créativité. Vous avez également certaines institutions acceptent la marge de crédit. Donc, si vous n'avez pas de mise de fonds, mais que vous avez une marge de crédit, il y a des prêteurs qui permettent d'utiliser votre marge sans aucun problème. D'accord. Vous avez aussi des achats sans mise de fonds avec Accès Famille. Ça, c'est un programme de la Ville de Québec où la Ville, en fait, prête la mise de fonds de 5%. Accès Montréal aussi existe. Puis depuis quelques mois, vous avez l'IAPP, donc l'initiative d'accès à la première propriété, où le gouvernement, selon que ce soit neuf ou usagé, peut vous prêter 5 à 10% de la mise de fonds, à condition que vous ayez déjà le 5%. Donc, c'est un peu différent d'Accès Famille où vous pouvez avoir 0%.
Donc, c'est ce qu'on regarde, donc la mise de fonds. Ensuite, on regarde votre ratio d'endettement. Si vous travaillez, bon, on regarde votre revenu annuel. Si vous êtes travailleur autonome, il faut 2 années consécutives de déclaration de revenus. Donc, on fait la moyenne des 2 dernières années. On va regarder ensuite les dettes, si vous en avez, prêt auto, carte de crédit, marge de crédit. Et il y a un ratio d'endettement qu'on ne doit pas dépasser, qui varie entre 35 et 44% selon votre code de crédit, selon votre profil. Ça, c'est le deuxième critère. Et le dernier pour la préqualification, c'est votre code de crédit. Votre code de crédit varie il y a 2 grands bureaux, Equifax et TransUnion. Les codes varient entre 300 et 900. Et pour pouvoir faire un achat sans maux de tête et avoir le maximum d'options possibles de financement, l'idéal, ça serait 680 en montant. Et si c'est en bas de ça, c'est aussi possible. Quand vous mettez moins de 5%, il faut passer par un assureur hypothécaire, donc la SCHL, Genworth ou Canada Guarantee, pour pouvoir faire le financement. Puis eux, ils ont des critères très stricts au niveau des ratios d'endettement. Si vous mettez plus de 20%, là, c'est conventionnel et il y a un peu plus de flexibilité parce que c'est la banque qui octroie le financement sans passer par l'assureur. Donc, les 3 premières étapes vous préqualifient. Une fois que... Je ne sais pas si tu arrives à m'entendre, toi, Patrick? Oui, petit problème. Je crois des connexions de Wilfried. Peut-être que c'est un peu de temps avec Wilfried de se reconnecter à ce moment-là. Je trouve qu'il a partagé en tout cas beaucoup d'informations clés. Il a parlé justement de programme Accès Famille, d'Accès Montréal, de l'incitatif d'achat à la propriété. Je pense que ce sont des outils dont peut-être certains ne sont pas conscients et qui peuvent encourager vraiment à passer à l'action, à l'achat de la maison, de l'habitation du moins. Il y a un commentaire sur Facebook de quelqu'un qui dit « Des rumeurs sur une hausse de la mise de fonds à 10% après la crise ». Patrick, est-ce que tu aurais quelques mots à dire là-dessus? Pour ma part, pour l'instant, ce n'est que des rumeurs, c'est pas fondé. Quand que ça va être déterminé, il va y avoir une annonce du gouvernement à ce moment-là, mais au contraire, moi, tu sais, dans le fond, je suis toujours en communication avec les institutions financières, puis au contraire, les institutions financières puis le gouvernement mettent en place des programmes justement pour faciliter. Fait pour ce qui est du 10% après la crise, peut-être après la crise, mais actuellement, il faut pas oublier, il n'y a pas de vaccin encore, on est encore en plein dedans. Là, dans le fond, on commence à se relever justement là, si on peut dire, de la crise. Donc là, on est en période, justement, faut pas arrêter d'acheter, parce que justement, si on arrête d'acheter, c'est là que ça va faire mal par tout le système. Donc là, le gouvernement, il n'y a aucun avantage à augmenter les mises de fonds à 10%. Au contraire, il va les diminuer. Wilfried pourra le confirmer, là, mais moi, j'ai ouï dire comme quoi que les taux de préqualification, là, justement, ils commençaient à diminuer. Et il y a même des rumeurs qui disent là, justement que l'amortissement va pouvoir éventuellement là, remonter. Là, parce qu'il n'y a pas si longtemps après la crise qu'il y a eu en 2008 aux États-Unis, en 2009 au Québec, on pouvait encore acheter une maison sur 40 ans. Là. Par la suite, les normes se sont resserrées puis on a rebaissé à 25 ans. Mais dans le fond, le gouvernement, en tout cas, ça c'est mon avis à moi, là, comme on le dit, on n'est pas économiste et encore là, il n'y a aucun économiste qui le sait, on va le voir quand ça va arriver. Mais il n'y a aucun avantage à augmenter les mises de fonds à 10%. Bien au contraire, le gouvernement veut que les gens continuent d'acheter justement pour faire rouler l'économie. Fait que peut-être juste pour faire du chemin sur ce que Wilfried disait, là, puis compléter avec lui. Tu sais, dans le fond, c'est que quand on arrive pour compléter sur le courtier hypothécaire, le courtier immobilier, là, lorsque on trouve votre perle rare, lorsqu'on trouve votre maison, ben c'est important d'avoir fait nos devoirs auparavant puis de confirmer qu'on peut l'acheter. Parce que si on passe du temps ensemble, je sais pas, on va magasiner pendant des semaines ensemble, on trouve finalement la maison de votre goût, de vos rêves, puis finalement, ça passe pas au crédit. Ben là, à ce moment-là, personne n'est plus avancé là, parce que vous avez perdu votre temps, vous magasinez pendant 3 semaines, vous avez rêvé, puis là, en plus, on vous dit que c'est pas possible, là, fait que c'est encore pire. C'est clair. Wilfried, est-ce que tu nous entends à nouveau?
Oui, je suis là. D'accord. Donc, Merci beaucoup pour ton point de vue, Patrick. En fait, il y a une question d'une personne sur Facebook qui était que des rumeurs, qu'il y avait des rumeurs sur une hausse de la mise de fonds à 10% après la crise. Alors, pendant ton absence, Patrick nous a donné son point de vue. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu as quelques mots à dire là-dessus? Écoutez, on baigne quand même là-dedans tous les jours. J'ai l'impression que c'est une rumeur. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Bien au contraire, on voit les programmes d'aide à l'acquisition de propriétés qui se multiplient. Donc, on parle potentiellement d'avoir des amortissements plus élevés. Donc, tout ça, ce sont des mesures en fait pour justement favoriser, inciter à l'achat. Donc, j'ai bien l'impression que ce sont des rumeurs et c'est pas la première fois. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais je ne pense pas que ça sera pour bientôt, sans être économiste là, mais ça m'étonnerait. D'accord. Alors, de ce que vous avez dit précédemment, je comprends que voilà, après l'étape de préqualification, établi donc le budget, on a une idée dans quoi est-ce qu'on peut, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Avec l'aide de Patrick, on va trouver la maison de notre rêve ou notre gâteau de rêve, si je puis me permettre. Mais je sais qu'il y a plus que deux acteurs hein, dans ce processus-là. Est-ce que, Patrick, tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement quels sont les différents acteurs de ce processus-là? oui, absolument. On va revenir aux maisons, là, même si on aime bien le gâteau. Dans le fond, première étape, comme on le disait, c'est le courtier hypothécaire qui entre en jeu. Deuxième étape, c'est moi qui entre en jeu. Là, une fois qu'on a commencé le processus, on trouve votre maison de rêve. Vous me regardez, vous dites, OK, Patrick, c'est celle-là que je veux. Qu'est-ce que je fais? Ben, excellent, suivez-moi. On va s'asseoir feu dans un McDo ou Tim Hortons, peu importe, quand on pouvait s'asseoir quelque part en groupe. On s'assoyait ensemble et on rédigeait un document qui s'appelle une promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, la promesse d'achat comprend 7 pages. Il y a beaucoup de documents légaux là-dedans. Sommairement, la promesse d'achat, c'est quoi? C'est 3 grandes catégories. Premièrement, on parle du prix. C'est une chose qui est importante. Deuxièmement, il se trouve à y avoir la prise de possession. Et troisièmement, il se trouve à y avoir les inclusions et les exclusions. Fait qu'une fois que votre idée est faite, on fait une offre d'achat sur le prix. On va mettre justement inclusion, exclusion, on met une prise de possession. Tout ça convient au vendeur. Le vendeur accepte notre offre. Donc là, le prochain intervenant, dans la promesse d'achat, moi, pour vous avoir protégé, souvent, la promesse d'achat, en fait, même quand vous faites une promesse d'achat au comptant, mettons que vous dites, OK, moi, j'ai 250 000 puis je l'achète cash, généralement, on va mettre des conditions. Dans la promesse d'achat, on va venir mettre conditionnel en règle générale, ça va être conditionnel au financement pour monsieur, madame, tout le monde, qui vont y aller avec une mise de fonds standard, là, 5, 10, 15%. Donc, la promesse d'achat va être conditionnelle au financement parce que ce que vous avez comme document jusqu'à présent, ça va juste être la préqualification. C'est pas un document officiel qui confirme que vous avez l'argent. Ensuite de ça, il va y avoir une condition pour l'inspection du bâtiment pour s'assurer comme quoi que la propriété répond à vos attentes, justement que vous n'aurez pas de mauvaise surprise après l'achat. Fait que c'est pour ça que je disais que moi puis Wilfried, on travaille en équipe, c'est qu'une fois que la promesse d'achat est acceptée, à ce moment-là, moi, je lui retransfère les documents pour dire, regarde, félicitations, on a une promesse d'achat acceptée, par exemple, à 250 000. Maintenant, ça nous prend une lettre officielle du prêteur qui confirme qu'il va nous prêter l'argent pour l'acquisition de cette propriété-là. Donc, pour faire le topo, les 4 intervenants principaux, courtier hypothécaire, courtier immobilier, inspecteur en bâtiment, et au final, une fois que toutes les conditions sont réalisées, on a reçu votre lettre de financement, on a fait inspecter la maison, tout est beau, reste à rendre le tout légal. Alors là, on fait affaire avec un notaire qui, lui, va signer l'acte de vente. Par exemple, vous avez dit, garde, moi, j'achète ta maison, X montant, telle inclusion, exclusion, je veux en prendre possession le 1er juillet. Alors, le rendez-vous va être au notaire le 1er juillet. Le notaire, lui, dans le fond, il va communiquer avec l'institution financière justement pour recevoir les déboursés. C'est lui, justement, le notaire qui va mettre sa griffe officielle, si on veut, pour officialiser la transaction au final.
Donc, courtier Parfait. hypothécaire, courtier immobilier, inspecteur du bâtiment, notaire. Exact. C'est sûr que là, en cours de route, il peut y avoir d'autres intervenants. Là, j'ai nommé les quatre principaux. Toutefois, je vous donne un exemple. Vous achetez un immeuble dans le Vieux-Québec. C'est un immeuble qui est plus que centenaire et l'institution financière dit je suis pas certain que le prix que tu payes me semble juste. Alors là, Wilfrid, lui, il va nous demander, il va dire que, écoute, le prêteur demande une évaluation agréée. Dans cette situation-là, il y a un évaluateur agréé qui pourrait arriver dans le dossier, qui pourrait être déployé, dépêché sur place de par l'institution financière pour aller faire une évaluation du bâtiment. Mais tu sais, je rentre pas là-dedans dans le sens que c'est pas dans la majorité des cas. Là, en fait, c'est des cas plutôt. Si je peux, Vas-y. Des exceptions. Ouais, si je peux juste renchérir sur ton point, les courtiers hypothécaires, on est toujours plus confiant quand c'est une transaction qui est menée par un courtier immobilier, parce qu'en général, quand vous achetez du gré à gré ou du proprio, les banques vont exiger une évaluation parce qu'il n'y a pas de professionnel immobilier dans la transaction. Donc, ça peut retarder les délais et ça peut même créer des mauvaises surprises parce que souvent, quand c'est des individus qui vendent eux-mêmes leur maison, ils peuvent mettre un prix sur la valeur émotionnelle de la maison et la banque n'a aucune émotion. Ils sont là pour évaluer la propriété. Donc, c'est fortement recommandé de passer par un courtier immobilier pour une transaction avec plus de tranquillité d'esprit. D'accord, je pense que ça nous éclaircit pas mal sur déjà quelles sont les fondations, les bases du moins du processus d'achat d'une habitation. Chez Code F, ce qu'on fait généralement, c'est que le mois précédent, cette causerie, on pose des questions aux différents abonnés de la page Facebook, du groupe Facebook, et des questions qu'on a pu récolter pendant le mois. Il y a des personnes qui se sont demandées quels sont les différents types de logements, plex, jumelés, multiplex, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez nous démystifier un peu ça? Oui, à moins que Wilfrid veuille y aller, là, je peux me permettre. Non, c'est toi. OK, c'est bon. Tout dépend de votre style de vie, OK? Dans les types, on a le condo, on a la maison arrangée, on a des jumelés, on a des maisons unifamiliales, on a des maisons mobiles, on a des maisons cottage, on a des plex, duplex, triplex, quadruplex, cinqplex, sixplex, 7, 8, name it, là, dans le fond. C'est peut-être un peu bateau, là, mais qu'est-ce que ça signifie plex, duplex, jumelé? C'est quoi les différences entre ces différents termes-là? La différence facile là, pour la retenir, c'est que un jumelé, ça va être en fait, ça va être une maison qui va être divisée en deux, mais de façon verticale. OK? Mm-hmm. Et le duplex, ça va être de façon horizontale. Ça veut dire qu'on va avoir un rez-de-chaussée plus un logement à l'étage. Donc, ça, c'est la façon simple. Fait quand on dit acheter un jumelé, règle générale, quand on achète un jumelé, on achète juste une moitié d'un jumelé. Alors que quand on achète un duplex, on achète les deux unités. Fait que c'est pas impossible d'acheter un duplex et que ce soit en fait deux jumelés. Mais à ce moment-là, on va l'appeler duplex. Triplex, à ce moment-là, ça va être 3 unités, 4 unités, etc. D'accord. Et est-ce que peut-être, Wilfrid, tu veux compléter la réponse suivante qui se rattache un peu à celle-ci? Est-ce qu'il vaut mieux donc acheter une maison unifamiliale, un multiplex, un plex, comme tu nous expliquais, Patrick, ou du moins, comment savoir quel type de logement acheter? Je vais plus parler du volet financement dans ces scénarios parce que le choix de propriété est très personnel, je dirais. Donc, peut-être même avant qu'on embarque dans les détails, Wilfrid, c'est sûr là, qu'il fallait compléter, c'est que comme Wilfrid l'a dit, en fait, c'est purement une question de besoin. Quelqu'un qui aime ça voyager et qui veut pas s'occuper de son terrain, à ce moment-là, cette personne-là, je vais lui recommander d'acheter une copropriété parce qu'en copropriété, tu mets la clé dans la porte, tu pars, puis tu n'as rien à t'occuper parce que, dans le fond, l'immeuble est géré par le syndicat de la copropriété. Alors que là, quand tu tombes dans jumelé, maison, plex,
Ben, tu sais, il n'y a personne derrière toi, là. C'est toi qu'il faut que tu t'occupes de tes affaires et qui, justement, tu t'occupes de l'entretien du gazon, tu t'occupes de l'entretien, là, de la neige. Fait que c'est selon le type de vie. Si vous avez un mode de vie, là, vous êtes plus, vous aimez voyager, ben, tu sais, il faut pas faire une croix sur le condo. Versus si vous êtes plus du type, on fait un petit barbecue l'après-midi puis on reste à la maison, ben, à ce moment-là, clairement, ça va vous prendre un terrain. Alors, on va plus regarder jumelé, maison, Plex. Plex, ça va dépendre justement si vous voulez de l'intimité ou bien si vous voulez avoir des locataires à gérer. Très bien. Excuse-moi. Non, on va régler ça plus tard. Okay, juste retenir qu'au niveau du financement, tout ce qui est jumelé, condo, maison, duplex, la mise de fonds recommandée, enfin demandée plutôt, c'est 5%. Si on va dans un triplex, quadruplex, c'est 10%. Et plus que 4, là, on parle de 15 à des fois même 35%. Donc, la mise de fonds varie aussi selon le type de propriété là, que vous allez rechercher. Mais je pense que vos deux réponses sont vraiment complémentaires parce que, comme Patrick disait tout à l'heure, il faut prendre en compte, oui, les désirs et les goûts de chacun, les réalités, le style de vie, mais il faut aussi être conscient que, en fonction de la taille de l'unité, du style de l'unité, la mise de fonds apportée peut être plus ou moins grande finalement. Alors, une autre question que nous avons reçue dans la semaine, justement, tu parlais de si vous aimez voyager. Une personne demande, je veux acheter, mais je compte quitter la ville ou le pays. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Et si oui, qu'adviendra-t-il de mon bien immobilier? Patrick? OK. Ben à ce niveau-là, moi, j'irais avec une réponse à deux volets. Si on veut acheter, puis on regarde plus le volet investissement, on veut plus acheter un Plex, à ce moment-là, je dirais oui, c'est le bon moment d'acheter parce que justement, dans le fond, un Plex, en fait, un toit, une maison, c'est un service essentiel. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, là, pour ma part, j'ai quand même quelques locataires et j'ai pas eu de baisse, voire même, dans le fond, j'avais de la demande là, pendant la crise parce que les gens, ils avaient signé leur avis de non-renouvellement et devaient se relocaliser. Puis justement, on a fait des facilités, on a fait des visites virtuelles justement pour faciliter les choses afin que les gens puissent signer des baux sans avoir à se déplacer. Alors, la demande était là. Fait que c'est pour ça que je dis réponse à deux volets. Quelqu'un qui veut acheter, puis qui dit OK, c'est bon, moi, l'année prochaine, ça se peut que je parte. Ben, s'il va dans un type Plex, ben, à ce moment-là, il va pouvoir louer son unité. Il peut mettre un gestionnaire d'immeuble en place qui va gérer son bien immobilier. Ça, c'est d'une part. Toutefois, d'autre part, si on achète une maison et qu'on sait clairement que l'année suivante, on va quitter, alors là, est-ce que ça vaut la peine? J'aurais tendance à dire que non, parce que là, la période dans laquelle on est, c'est une période d'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, à savoir, va-t-il y avoir une hausse, va-t-il y avoir une baisse? L'avenir va nous le dire. Fait que si vous achetez une maison dans le but de la revendre à profit l'an prochain, personne ne peut vous le garantir. Fait que dans cette option-là, moi, je dirais de s'abstenir. D'accord. Est-ce que tu voudrais apporter ta perspective là-dessus, Wilfried? Oui, ben ça c'est plus si j'enlève mon chapeau de côté hypothécaire et je mets celui d'investisseur, puis dépendamment de la clientèle cible en fait. Pour moi, l'acquisition d'une propriété n'a jamais eu d'impact sur ma mobilité. Bien au contraire, bon, si jamais j'ai à voyager ou à quitter ou à même pour du court ou même du très long terme, on a des gestionnaires qui sont disponibles comme Patrick qui peuvent s'occuper de la gestion de la propriété. C'est sûr qu'il y a des frais, mais vous êtes à l'extérieur, il y a quelqu'un sur place qui peut s'occuper de vos locataires, qui peut s'occuper des renouvellements, qui peut s'occuper de l'entretien. Bon, moyennant des frais, bien sûr. On est dans un marché quand même où à long terme, l'immobilier prend de la valeur, même s'il y a des hauts et des bas.
Donc, moi, je n'aurais aucune inquiétude si le bien qu'on achète est entre de bonnes mains et qu'il est géré par une personne compétente locale. Excellent, merci beaucoup. Alors, quelqu'un a posé plutôt la question par rapport à la rumeur sur une hausse à 10% de la mise de fonds. Cette même personne-là, c'est Nathan. D'ailleurs, bonjour Nathan. Qui dit en commentaire prévision de 10 à 18% de baisse des valeurs immobilières selon la SCHL. Est-ce un bon moment d'investir dans l'immobilier dans ces conditions? Est-ce que déjà en tête en partie la prévision de 10 à 18% de baisse de valeur immobilière, est-ce que vous en avez entendu parler? Puis en fonction de ça, voilà, est-ce que c'est un bon moment d'investir dans ces conditions? Ben, c'est sûr que, en fait, la SCHL, moi, je me questionne toujours justement où est-ce qu'ils prennent leurs données actuellement. Parce que moi, actuellement, en tant que courtier immobilier, où dans le fond, les visites étaient suspendues jusqu'au 11 mai, là, sur des visites prioritaires. Mais depuis le 11 mai, depuis que c'est recommencé, au contraire, là, justement, on est en surenchère, on a beaucoup d'offres multiples sur certaines propriétés. Pourquoi? Parce que le bassin de propriétés a diminué et le nombre d'acheteurs a quand même resté le même. Fait que là, c'est sûr, il y a toujours une portion des gens qui vont être inquiets et pessimistes, mais dans le fond, la crise, le point que ça a eu sur la plupart des gens, ça a été, OK, si tu as un projet et que tu tiens à le réaliser, ben réalise-le pendant qu'il est encore temps. Fait que là, ce que ça se produit, c'est qu'on a comme un surplus d'acheteurs qui veulent réaliser leur projet, mais avec un bassin peu élevé de propriétés à vendre. Fait que l'offre et la demande, on a plus d'acheteurs que de propriétés à vendre. Fait qu'actuellement, on est en offre multiple. Pour ce qui est de la suite des prévisions, c'est sûr que c'est la SCHL, c'est le gouvernement, là, donc ils en savent sûrement plus que moi, là. Mais pour l'instant, moi, je le sens pas du tout dans mes chiffres. D'accord. Et qu'en penses-tu? Si je peux compléter, moi, j'irais dans le même élan que Patrick, parce que depuis le 11 mai, les dossiers que je reçois, ce sont principalement des dossiers de surenchère. Des dossiers où il y a plusieurs acheteurs sur la même propriété. Donc, les maisons se vendent au-dessus des prix affichés. Donc, sur le terrain, on peut constater que non, il n'y a pas de baisse, du moins pour le moment. Et moi, je fais du financement à Québec, Montréal, Gatineau, Ottawa, Toronto. C'est la même chose partout. En fait, tous ceux qui attendaient jusqu'au 11 mai étaient dans des starting blocks. Alors, dès que le marché a réouvert, la demande était bien supérieure à l'offre et naturellement, Nathan, qui est, je pense, économiste, si on parle du même, devrait pouvoir m'appuyer là-dessus. Maintenant, concernant la SCHL, il faut quand même, moi je regarde ça toujours avec un certain biais parce que c'est souvent des statistiques nationales. Je regardais hier par exemple qu'ils s'attendent à ce que la propriété des maisons baisse de 25 à 30% à Calgary, à cause du marché pétrolier qui est en baisse, etc. Mais si on fait une moyenne de 30% à Calgary avec peut-être 5% à Québec, on peut dire que on est dans une moyenne de 10 à 18%. Donc, je pense quand on a des statistiques comme ça nationales, il faut creuser parce que si on regarde d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de disparités selon les villes, les provinces. Et il suffit qu'il y ait un secteur comme Calgary qui est à potentiellement 30% de baisse pour que la moyenne nationale ne représente pas nécessairement le milieu dans lequel nous sommes. Donc, c'est des stats à prendre avec précaution, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur le terrain actuellement, que ce soit Patrick ou moi, je ne vois pas comment on peut parler de baisse, mais on parle plutôt du contraire.
Et si vous suivez certaines capsules immobilières, c'est la même chose au niveau de la province. Mais je trouve que ça peut paraître quand même assez paradoxal dans la mesure où ce qu'on a l'air d'entendre, du moins, c'est que c'est la crise. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Il est vrai que le gouvernement a injecté de l'argent dans l'économie, si on peut le dire ainsi, par différents moyens. J'aurais cru qu'on se serait attendu effectivement à une baisse, mais vous dites que non, sur le terrain, pour l'instant, c'est assez... les gens sortent des starting blocks. Donc, c'est vraiment intéressant de voir justement les différentes perspectives qu'on peut avoir entre des statistiques bien que gouvernementales et des personnes comme vous, justement, qui sont concrètement sur le terrain. Alors, peut-être en complément de cette question-là, est-ce qu'il y a une réponse courte à est-ce le bon moment d'acheter? Et Dominique Chakwa demande justement, c'est quoi le bon taux hypothécaire en ce moment et quelle est la meilleure option dans le contexte actuel entre un taux fixe ou un taux variable? OK. Dans le fond, à la limite, je peux commencer à savoir si c'est le bon moment. Moi, je commencerais à dire, c'est toujours le bon moment. Pourquoi? Parce que si on remet à plus tard, on le fera pas. Le bon moment, c'est maintenant dans les situations actuelles. Oui, on est en situation de crise, mais les taux sont bas. Puis toutes les conditions sont avantageuses justement pour prioriser l'achat. Il faut pas oublier justement l'achat d'une résidence, c'est de l'économie forcée. C'est une façon justement de faire un paiement mensuel, puis le paiement mensuel nous revient plus tard parce que ça se trouve être notre dette. Donc, sur ce point-là, c'est sûr c'est un bon moment. Si vous avez un projet à réaliser, il faut le réaliser. Il ne faut pas attendre que la crise soit passée. T'sais. Dans le fond, il ne faut pas attendre de tout le temps descendre une côte avec le vent dans le dos. Là. C'est sûr, il va toujours y avoir des imprévus dans la vie, puis là, il faut y faire face, mais pour compléter sur ce que tu disais, là, savoir justement comment ça va dans le marché et tout ça, c'est que oui, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des business qui sont très favorables. Je prends par exemple les pharmacies, les épiceries, les boutiques de vapotage, les boutiques de café, ils font des affaires en or. Là. Actuellement, là, moi, je vais prendre mon café toujours au même endroit, là, puis le monsieur, là, il m'a dit regarde, moi, je prendrais une COVID 3 fois par année. Il dit, j'ai vendu plus de café dans ce mois-là que dans mon premier trimestre. Là. Pourquoi? Parce que les gens sont à la maison, ils travaillent à la maison, ils prennent du café à la maison. Après ça, les étudiants sont en congé, ils vapotent, ils fument. SQDC, même chose, fait des affaires en or. La SAC font des affaires en or, les dépanneurs, les ventes d'alcool, tout ça. Fait oui, il y a du mauvais, OK, il y a des gens qui perdent leur emploi, mais il y a aussi du bon. Puis justement, je prends un exemple, là, infirmiers, infirmières, médecins, ces gens-là, ils continuent justement à acheter. Pour ma part, j'ai un client qui est militaire, il est transféré en Ontario. Lui, il a besoin de vendre sa maison pareil, puis c'est pas parce qu'il y a une crise du jour au lendemain qu'il est prêt à la vendre 30 000 moins cher, là. Dans le fond, les institutions financières ils ont donné des congés de paiement à ceux qui en avaient besoin. Fait dans le fond, ça s'est pas vraiment senti, si je peux dire. Un autre exemple, j'ai une petite famille qui ont eu un enfant pendant la COVID. Eux autres, ils avaient une maison avec une chambre. Puis là, ils ont eu un enfant. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ont le besoin de vendre la leur pour en racheter une plus grande. Puis, c'est pas du luxe qu'ils veulent s'acheter, c'est juste pour répondre à leurs besoins. Fait tout ça pour dire que c'est toujours le bon moment selon votre situation. C'est bien certain si vous venez de perdre votre emploi et que vous ne savez pas trop dans quoi vous allez vous rediriger dans les prochaines semaines, M. Wilfrid, lui, il va vous ramener à l'ordre et il va dire regarde, c'est pas possible tout de suite. En parlant de M. Wilfrid, est-ce que tu veux bien peut-être répondre à l'autre partie de la question justement qui parle de dans le contexte actuel, que choisir, que vaut-il mieux privilégier, taux fixe ou taux variable? Dans un contexte, un scénario de premiers acheteurs, moi je recommande toujours, surtout pour une première expérience en immobilier, je vais recommander le fixe parce que bon, ils sont quand même assez bas actuellement. Et cette année, les taux bougent extrêmement, ça peut changer quasiment d'une journée à l'autre. Mais aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir un taux fixe 5 ans à 2,34,
ce qui est extrêmement bas, alors que le taux variable va se jouer aux alentours de 2,20. Donc, avec un taux fixe, vous payez la même chose pendant les 5 prochaines années, alors que le variable est à la merci de la variation du taux directeur, qui est bas actuellement et qui est amené à monter pour les prochaines années. Donc, souvent, pour un premier achat, c'est un peu plus stressant. Donc, moi, je recommanderais le fixe à ce niveau-là. Maintenant, une fois que vous avez de l'expérience et que vous développez une certaine tolérance face au risque et puis toute la subtilité fiscale qui vient avec quand vous êtes dans l'investissement immobilier, là, ça peut être intéressant de regarder le variable. Mais je dirais fixe, moi, surtout dans un créneau de premiers acheteurs. Et juste pour enchérir sur le timing, les taux sont bas, les taux de qualification ont baissé. Puis n'oubliez pas que les critères d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les mêmes dans 6 mois, dans 1 an. Quand les taux de qualification ont augmenté, donc il y a des gens qui étaient préqualifiés à 400 000, qui attendaient. Finalement, leur capacité est passée à 300 000 sans que leur situation ait changé, juste parce que le gouvernement a décidé d'augmenter le taux de qualification. Donc, le meilleur timing, comme dirait Patrick, c'est toujours maintenant. Il y aura toujours des opportunités. Bon, avec le COVID, les prix n'ont pas encore baissé. Ça va peut-être arriver à moyen terme. Mais moi, je vois quand même qu'il y a malheureusement des séparations. Il y a des successions qui représentent des opportunités pour des acheteurs en ce moment. Donc, il faut juste garder les yeux ouverts et être bien entouré. Le meilleur timing, c'est toujours maintenant si on est éligible naturellement. Puis, pour compléter... Ah, oui, excuse-moi. Non, je t'en prie, Patrick, vas-y. En fait, pour compléter sur ce que Wilfried disait, les premiers acheteurs, moi, je suis vraiment d'accord avec lui là-dessus. Si vous ne voulez pas vous tromper pour un premier achat, allez-y dans le fixe. Comme ça, vos paiements vont être établis. Vous allez être assuré justement de toujours payer les mêmes montants pour les 5 prochaines années. Ça va vous permettre de vous... en fait, ça va vous permettre d'embarquer dans la roue et vous créer une solidité financière, justement. Puis après ça, vous allez être... Si vous voulez risquer, puis si on peut le dire... jouer un petit peu au hasard, ben, vous allez être capable d'y faire face, là, étant donné que vous allez avoir accumulé une certaine équité. Là. Fait que, question de sécurité, premier acheteur, j'irais comme Wilfried, là, je suggérerais du fixe. Excellent. Est-ce que vous auriez un ordre de grandeur de quel est le bon taux actuellement? Wilfried? Dans le fixe, aujourd'hui, il y avait une primeur aujourd'hui. Alors, vous avez jusqu'à minuit pour l'avoir. Sinon, ça va être trop tard. Non, je fais des blagues, mais aujourd'hui, le taux serait à 2,34 pour 5 ans fixe. Si vous mettez moins de 20%, maintenant plus de 20%, on parle de 2,59. Encore une fois, c'est des taux qui sont sujets à changement rapidement et surtout cette année. Excellent, merci beaucoup. On va prendre une autre question qui a été posée il y a quelques instants par Marion Bonkungu. Marion demande, bonjour Marion, elle demande, lors de l'achat de la maison, quels sont les frais ou le pourcentage du montant de la propriété qui revient à chacun des intervenants. Donc là, on revient un peu sur les différents intervenants et elle cite courtier, IMO, IPO, inspecteur, notaire. Donc, est-ce que vous avez voilà, un ordre de grandeur du pourcentage qui revient à chacun de ces acteurs-là? Oui, ben en fait, pour la personne qui achète, c'est un service qui est gratuit. En fait, moi, je réponds là, pour ma gouverne, là, si je peux dire, là, ce que je connais. Donc, moi, en tant que courtier, dans le fond, quand je travaille avec un acheteur, c'est gratuit, OK? C'est un peu comme quand on achète un véhicule chez le concessionnaire, on ne paye pas un frais supplémentaire parce qu'on a parlé avec un vendeur. Tu sais, le montant il est inclus dans le prix. Nous autres, c'est un peu la même chose. C'est quand on prend une maison en vente, par exemple, une maison justement à 200 000, à ce moment-là, on va négocier un pourcentage du montant vendu avec le vendeur. Donc, le vendeur, on va prendre entente avec lui. Je dirais en moyenne au Québec, là, à Québec, là, c'est 4 à 5 % la moyenne là,
du pourcentage de vente. En fait, tout est dépendant du prix de la propriété. C'est sûr que, par exemple, si on a une maison à vendre à Sainte-Brigitte-de-Laval à 100 000, ben, faites le calcul, à 4 dans le fond, moi, les impôts, il reste pas grand-chose. Dans le fond, nous autres, c'est quand on va chercher une propriété, on fait la photographie professionnelle, on va remplir les contrats, on s'occupe de se déplacer à chaque visite. Donc, c'est le service client avec. Donc, ça, ce montant-là, il est négocié avec le vendeur. Donc, quand l'acheteur vient, quand l'acheteur vient, il n'y a aucune facture qui est envoyée à l'acheteur. Ça, c'est quand c'est une transaction qui est réalisée justement là, via les courtiers. Au niveau là, de l'inspecteur en bâtiment, on peut parler, là, ça va être un frais. Eux autres, c'est une tarification à l'action, si je peux dire. Là. Fait que ça va être un montant, encore une fois, qui va varier dépendamment à savoir, OK, est-ce que c'est une copropriété qu'on achète? Pour une copropriété, je vous dirais, ça va varier entre 4 et 600. Et si on regarde plus là, pour une maison unifamiliale standard, ben là, on va jouer plus dans les 6 à 800. Puis là, ben, après ça, il y a d'autres particularités, à savoir, tu sais, la maison est-elle centenaire? Est-ce qu'il y a une fosse septique? Est-ce que c'est un puits artésien? Faut-tu faire des tests d'eau, des choses comme ça? Donc, règle générale, là, l'inspecteur calculé, là, en moyenne, là, entre 7 et 900 on se trompe pas. OK. Au niveau du notaire, ça, c'est un frais, encore une fois, là, ça varie selon qu'est-ce que vous faites faire. Parce que la plupart des gens vont acheter une maison, vont dire, regarde, on va se faire un testament en même temps, etc. Fait que ça, moi, notaire, ce que je dis à mes clients, là, calculer, là, entre 1300 et 1500, on n'est pas loin. Là. Excellent. Qu'en est-il du courtier hypothécaire? De son point Alors, de vue? au niveau du courtage hypothécaire, en général, c'est à la discrétion du courtier. Il y en a qui peuvent charger des frais, d'autres non. Moi, personnellement, je n'en charge pas. J'ai toujours bâti ma clientèle sur des relations de confiance. Et donc, il n'y a pas de frais. Nous sommes rémunérés par l'institution financière une fois que le prêt est approuvé et notarié. Donc, comme j'aime si bien le dire, je suis gratuit. C'est bon à savoir parce que je pense que quand on est, entre guillemets, profane du domaine, certes, il y a deux cas de figure selon moi. Il y a ceux qui pensent juste au prix de la maison et ne considèrent pas nécessairement les frais de notaire ou des travaux, d'inspection, etc. Puis il y a d'autres qui pensent qu'il y a énormément de petits frais qui peuvent se rajouter à ça. Donc, c'est bon à savoir que ce n'est pas nécessairement aux frais de l'acheteur, mais que le courtier immobilier, par exemple, va être rémunéré par le vendeur, alors que le courtier hypothécaire va être rémunéré par l'institution financière. Donc, merci pour vos réponses. Pour ceux qui nous regardent, si vous venez d'arriver, bienvenue. On va... la causerie tire bientôt à sa fin. Alors, je vous invite vraiment, s'il y avait des questions, à profiter de la présence de nos deux experts pour les poser. Et je suis convaincue qu'il sera un plaisir de continuer à y répondre. On va prendre une autre question qui a été posée à l'instant par Billy Dizeux, qui demande typiquement quel est le taux de rendement annualisé sur 5 à 10 ans pour une maison résidentielle. Je pense que c'est qui est le mieux placé ou Patrick? Ben, en fait, pour ma part, là, je trouve que la question est dans le sens, la question est précise quant aux données qu'on a. Parce que pour calculer le taux de rendement, ben, dans le fond, ça prend le coût d'achat, ça prend le taux d'intérêt, ça prend le secteur dans lequel elle se trouve pour qu'on ait le taux global d'actualisation. Fait que pour ma part, avec les données que j'ai, je serais pas en mesure de répondre à cette question. Peut-être que Wilfried, lui, est capable de calculer là, comment envoyer une navette dans l'espace, là, mais pour ma part, il me manque de données là, pour être capable de faire un calcul. Non, effectivement, si je peux renchérir, il manque beaucoup de paramètres pour pouvoir malheureusement répondre à cette question. C'est une bonne question, mais elle est un petit peu vague
il faudrait, je vous dirais, facilement rajouter 4 à 5 paramètres pour pouvoir donner une réponse à la question. C'est beau. Alors, Billy, si tu nous entends, tu es invité à soit apporter quelques précisions afin qu'on puisse, qu'on puisse y répondre. Entre-temps, on va prendre d'autres questions qui continuent d'arriver. Encore de Marion, elle demande quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui voudrait se lancer dans un premier achat? En fait, si la question c'est plus quant à la propriété, moi ce que je viens de dire souvent aux gens, c'est la chose la plus importante, c'est le secteur, c'est soit la localisation de votre propriété. Parce que la finition à l'intérieur, la finition à l'extérieur, c'est tous des choses qui peuvent être rénovées dans le temps. Versus si vous achetez une maison à côté d'une autoroute, ça, tu sais, on ne pourra pas le corriger avec le temps. Fait que vraiment, le meilleur conseil que je peux donner à un premier acheteur, c'est de fixer le secteur dans lequel il veut acheter sa propriété, qu'il n'hésite pas justement là, les samedis, les dimanches, quand il fait beau, qu'il n'y a rien à faire, aller se promener dans les secteurs et dire « Wow, OK, ici, il ferait bon de vivre, j'aimerais ça vivre ici. » Puis une fois qu'on a un secteur établi, c'est pas une course. Il faut déterminer justement, on vient mettre les paramètres qui sont importants pour nous et on recherche dans ce secteur-là. On peut pas, si je prends exemple la ville de Québec, on peut pas magasiner à Charlebourg, à Beauport, à Limoilou, puis dans le Vieux-Québec. Parce que premièrement, le marché varie d'un endroit à l'autre. Puis ce que je disais à mes clients, c'est toujours il faut comparer des pommes avec des pommes. Fait que, si on va visiter à Charlebourg, puis on va visiter à Limoilou, la maison que vous allez acheter à Charlebourg, elle va être neuve versus à Limoilou, elle va être à rénover. Mais Limoilou, c'est tendance, tout se fait à pied. Alors là, c'est une question de besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas comparer une maison de Limoilou avec Charlebourg. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à un client, c'est de cibler le secteur qui est important pour lui. Puis après ça, c'est pas une course, c'est un marathon. On cherche dans ce secteur-là et quand il y a une belle propriété qui va sortir, là, on est capable de sauter dessus parce qu'on en a visité dans ce secteur-là, puis on est devenu un spécialiste de notre secteur. Génial. Est-ce que tu auras un conseil complémentaire à nous apporter, Wilfried? La préparation, tout simplement, c'est le nerf de la guerre. Quand je parle de préparation, c'est de se préqualifier, d'être prêt avec ses documents, surtout quand vous trouvez une propriété et qu'il y a plusieurs acheteurs là-dessus. Vous n'aurez pas toutes les techniques pour le financement. Par contre, si vous êtes préqualifié, en fait, le document de préqualification, quand il y a des offres multiples, vous permet d'avancer d'autres acheteurs qui n'ont pas leur préqualification parce que le vendeur va vous prendre plus au sérieux. Donc, en termes de conseils, c'est la préqualification et puis avoir les documents prêts. Surtout si souvent la mise de fonds provient d'un don, il faut que le donateur soit déjà prêt à tirer rapidement sur la gâchette, surtout si les fonds viennent de l'extérieur du Canada, parce que quand on est dans un marché d'offres multiples comme actuellement, ça peut aller très, très vite. Donc, préparation. Oui, puis comme oui. En fait, je voulais simplement renchérir sur Oui, je t'en prie, vas-y. OK, on m'entend? OK. Dans le fond, pour renchérir sur ce que Wilfried disait, c'est vrai. Dans le fond, moi, dans le fond, je parlais plus du côté technique là, pour l'achat de la propriété, mais ce que Wilfried a dit, c'est vrai, puis c'est pas rare que ça arrive, là, surtout dans ces temps-ci, justement, qu'on va faire une promesse d'achat, il va y en avoir d'autres sur la table, puis là, le courtier du vendeur va nous appeler, mettons, moi, je représente mon acheteur, le courtier du vendeur va m'appeler, il va dire, ton client, tu préqualifié? Oui, OK, parfait, as-tu la lettre? Non, j'ai pas la lettre. OK, ben, à montant égal, si on fait la même offre qu'un autre, c'est sûr et certain que celui qui est mieux préparé que sa lettre va passer avant nous autres. Ça fait du sens. Il y a une question de Erika Sandra qui demande pour l'achat d'une propriété, est-ce mieux pour l'acheteur de rembourser son prêt hypothécaire le plus rapidement possible ou alors est-ce mieux de le rembourser selon le contrat signé avec la banque?
Euh, alors, ça dépend. Il n'y a pas de réponse précise. Ça dépend de votre objectif et de votre profil. Je prends deux exemples. Si votre projet, c'est d'acheter la maison, de vous débarrasser de la dette le plus tôt possible, là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, la plupart des banques permettent de rembourser jusqu'à 20% du montant emprunté par année sans pénalité. Donc, ça permet de, au lieu de payer sur 25 ans, vous pouvez la rembourser sur 15 ans. Moi, ma clientèle asiatique, ils prennent souvent des amortissements de 10 ans. Donc, en 10 ans, la maison est payée 7 à 10 ans. Mais là, c'est une question de philosophie parce que si vous avez de la liquidité et que vous n'avez pas d'autres projets d'investissement, vous pouvez rembourser la maison rapidement. Mais si vous avez un taux d'intérêt à 2,34% et que la liquidité supplémentaire que vous avez vous permet d'investir dans des projets qui vous rapportent du 5, 10, 15, 20, 30%, alors moi, je préfère investir mon surplus d'argent dans ces projets et au lieu de mettre un remboursement anticipé sur l'hypothèque. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de votre profil, ça dépend de vos projets. Donc, c'est vraiment du cas par cas, si je peux dire là de mon côté. Excellent, merci beaucoup. Il y a des réponses qui continuent à arriver. Toujours de Erika Sandra, elle nous demande, pouvez-vous nous dire si c'est une bonne idée de prendre une deuxième hypothèque sur une propriété dont on a finalisé les paiements afin d'en acheter une autre? N'est-ce pas un trop grand risque pour l'acheteur? Non, pas vraiment. Ça se voit souvent parce que encore une fois, l'immobilier est un levier. Une fois que vous avez remboursé une certaine partie, surtout à des taux d'intérêt très bas, vous pouvez réemprunter sur votre maison à des taux très bas pour un autre achat, pour faire un investissement. Quand on regarde au niveau de l'épanouissement financier de beaucoup de personnes, on constate qu'il y a souvent un peu d'immobilier là-dedans. Donc, il n'y a pas de risque parce que si vous empruntez sur la première maison, elle est garantie par un bien qui va continuer à prendre de la valeur. Et en plus, ça vous permet d'acheter une autre propriété si vous n'avez pas la mise de fonds en liquidité. Donc, c'est une stratégie qui est très, très courante d'ailleurs. Et vous allez voir ceux qui ont 5, 10, 15, 20, 100 portes ont souvent commencé par les premiers, 1, 2, 3, 4. Et après, vous avez de plus en plus d'équité et vous pouvez réemprunter pour vos autres projets. L'immobilier au Canada se portant quand même très bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, mais le risque est très, très limité pour des avantages beaucoup plus intéressants. Merci pour vos réponses. On continue de recevoir des questions. En fait, il y en a plusieurs qui continuent de rentrer. Et il y a par exemple un utilisateur Facebook qui demande est-ce que le fait de faire affaire avec du proprio occasionnerait plus de frais qu'avec un courtier? Selon vous, quels sont les avantages des deux options, avec ou sans courtier? Patrick, est-ce que tu veux bien y répondre? Oui. En fait, tu sais, comme on dit, là, moi, je vais commencer par prêcher pour ma paroisse. La grande différence, OK, c'est que pour un premier acheteur, quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est sûr qu'il est mieux de faire affaire avec un courtier parce qu'il va être guidé dans le processus. Parce que souvent, comme Wilfried le dit un petit peu plus haut tantôt, quand on fait affaire avec du proprio, l'institution financière, elle connaît pas les parties. Tu sais, dans le fond, du proprio, là, c'est un site d'annonces classées, pareil comme les packs Kijiji ou Marketplace. Il n'y a aucun professionnel là-dedans. Fait que dans le fond, le propriétaire qui décide de vendre sur sa maison, il a le droit de s'afficher sur du proprio. Sa maison, elle peut valoir 250 000, mais il a le droit de l'afficher à 300 000. Il a le droit de faire ça. Il n'y a personne qui l'empêche de faire ça. Donc,
La différence, c'est que quand on fait affaire avec des courtiers immobiliers, on sait qu'il y a eu une évaluation qui a été faite pour la propriété. Puis moi, par exemple, quand je vais chercher une maison pour la vendre, ben ça me donne rien de mettre un montant à laquelle je sais qu'on la vendra pas. Je vais faire une évaluation la plus juste possible, malgré le fait que c'est pas une science infuse. Je vais essayer de faire mon évaluation la plus juste possible pour qu'on soit capable de vendre. Versus du proprio, justement, c'est ça, c'est pas rare, justement, qu'on va voir une pancarte qui va jaunir au soleil parce que le monsieur, il est allé à tâton. Il s'affichait à 300 000, le téléphone sonnait pas, il a baissé à 280, le téléphone sonnait pas, puis finalement, hop, à 250, le téléphone commence à sonner. Il aurait pu prendre un poisson à 275. Fait que, tu sais, ça, c'est comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui tu sais, il n'y a pas juste du mauvais dans du proprio. Quelqu'un qui s'y connaît, puis qui est spécialiste de son marché, qui a déjà fait des transactions immobilières, ben, il va connaître les étapes, puis il va être capable de se hisser à travers le processus. Mais évidemment, pour quelqu'un là, qui en a sa première acquisition, ben, c'est sûr qu'il est mieux de se laisser guider, étant donné qu'en plus, c'est gratuit pour lui. Parce que ça, c'est une grosse chose, justement, que les vendeurs du proprio ne comprennent pas, c'est tu sais, souvent, le speech du proprio, c'est pourquoi acheter, dans le fond, c'est acheter sans commission, mais dans le fond, l'acheteur non plus veut pas la payer, la commission, puis le vendeur, lui, il veut pas la donner à l'acheteur, il veut la mettre dans ses poches à lui. Fait que dans cette situation-là, l'acheteur, il est mieux de faire affaire justement avec un courtier. Pour ce qui est des frais, ça, je pense que c'est plus Wilfrid qui serait à l'aise, là, je sais pas, là, d'en parler, là. C'est lui qui voit plus les cas, parce que moi, je suis courtier, fait que je vois pas les cas du proprio passer, là. Ça fait du sens. Alors, Wilfrid, ben, si je peux rajouter là-dessus, c'est... Avec plaisir. Non. Vas-y, tu avais une question? Non, je voulais justement te demander si tu pouvais apporter ton point de vue par rapport aux frais comme proposait Patrick. Je pense qu'on a perdu Wilfrid. Oui, hein, on l'a reperdu. Bon, on va lui laisser à nouveau le temps de se connecter, puis on va continuer avec toi, Patrick. Il y a Christian Valère qui, je suppose, est de la ville de Québec, puisque c'est là que nous sommes basés, qui demande quels sont les secteurs que vous conseillez pour une famille. Oui, je suis de retour, désolé. Okay. Est-ce que tu veux compléter, Wilfrid, ou on avait déjà passé la prochaine question à Delia? Peut-être laisser le temps à Wilfrid de compléter par rapport aux frais, puis on garde la question en réserve pour juste après. C'est sûr qu'au niveau, avec du proprio, il n'y a pas nécessairement plus de frais. Ça peut être plus long parce qu'il y a une évaluation qui est obligatoire quasiment quand c'est entre deux particuliers. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ça peut être un petit peu plus long. Puis, 9 fois sur 10, les documents sont mal remplis. Wow. Que ce soit au niveau des clauses de... Oui, c'est effectivement, c'est pas toujours bien rempli. Donc, ça vient augmenter les délais et tout le stress qui vient avec. Donc, des fois, on se retrouve même à vouloir aider les clients à remplir leurs documents parce que c'est rarement bien fait. C'est rarement bien fait. Donc, je dirais qu'au niveau des frais, c'est pas tant financier, mais je parlerai plus de frais émotionnels. Ce qui n'est pas plus négligeable. Absolument. D'accord. On allait justement prendre, quand tu arrivais, une autre question à laquelle Patrick allait répondre. C'est Christian Valère qui demande quels sont les secteurs que vous conseillez pour une famille dans la ville de Québec, donc je suppose. C'est sûr, là, encore une fois, M. Valère, là, il manque peut-être quelques précisions dans le sens, moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est, en fait, c'est que ça va dépendre aussi là, de votre emploi. Parce que, tu sais, je vous donne un exemple, je peux vous dire que Beauport est un beau secteur, mais si vous habitez à Lévis puis que vous avez 50 minutes à faire de route là, pour aller au travail, par définition, c'est sûr que si vous êtes fatigué au retour à la maison d'avoir été dans le trafic, à ce moment-là, ça peut ne plus être bon pour la famille. Fait que c'est vraiment d'établir. Moi, je dis aux gens, généralement,
habiter dans un rayon de plus ou moins 30 minutes par rapport au travail. Après ça, pour ce qui est de la famille, il y a des bonnes familles en Haute-Ville de Québec. Il y a des bonnes maisons pour des familles à Charlebourg. Il y a des bonnes maisons pour des familles à Beauport. Donc, à partir de là, j'aurais pas un meilleur secteur qu'un autre. Il y en a qui ne jouent que par les Moilous. D'autres qui sont en Haute-Ville, d'autres à Charlebourg, les Moilous. OK. Donc, j'ai envie de dire, peut-être de recommander à Christian, justement, de faire affaire avec un courtier immobilier comme toi, à qui pourra donner ses différents besoins, ses différents désirs, et ensemble, vous pourrez trouver ce qui conviendra le mieux en fonction de tout ça. C'est du sur-mesure. En fait, on s'adapte aux besoins du client. Ici, je veux dire, dans le live, on est 3, là, on se parle, mais on a 3 besoins différents. Exact. Fait que c'est ça, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, une autre question vient d'arriver, c'est a-t-on un lien ou une ressource nous permettant de connaître les secteurs où les habitations prennent le plus de valeur? C'est sûr. Concernant la prise de valeur, encore une fois, réponse de politicien dans le sens qu'on n'a pas le choix là, de patiner un petit peu. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vous qui donnez la valeur à votre propriété. Vous pouvez acheter une belle maison à Sainte-Foy qui va avoir une belle valeur au départ quand vous allez l'acheter. Si vous n'en faites aucun entretien pendant les 15 prochaines années, bien évidemment, elle va avoir perdu de la valeur au lieu d'en prendre. C'est sûr qu'on a des secteurs, justement, en fait, les grandes lignes, on dit que tous les secteurs qui sont proches des services ont tendance à prendre plus de valeur que les régions éloignées. Ça, je vous dirais, c'était avant la crise. Pourquoi? Parce que je donne un exemple, les assureurs, les universités, l'emploi étaient dans les grandes villes. Maintenant qu'il va y avoir le télétravail, est-ce que ça va avoir une incidence? Parce que les gens vont faire plus de télétravail, ils vont vouloir plus rester en région éloignée. L'avenir va nous le dire. Fait qu'encore une fois, réponse à 2 volets. Avant la crise, les grands centres, plus qu'on est près de la ville, Québec, Charlebourg, Beauport, les Moilous, en fait, plus qu'on est dans l'épicentre, si je peux le dire, plus la valeur va se tenir. Versus si on reculait Sainte-Brigitte-de-Laval, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, etc., plus qu'on reculait, ben les valeurs diminuaient. Mais encore là, c'est comme je l'ai dit, c'est réponse à plusieurs variables, étant donné qu'il y a l'entretien des lieux, après ça, il y a les secteurs historiques. Je vais vous donner un exemple, une maison qui a la vue sur les chutes Montmorency ou sur l'île d'Orléans. C'est sûr qu'elle va valoir plus qu'une maison à vendre à Sainte-Foy qui est en dessous d'une ligne hydroélectrique. Là. Fait que c'est des secteurs, c'est toutes des banalités, si je peux dire, à prendre en considération. Règle générale, si vous voulez pas vous tromper, restez proche des grands centres, restez près des services, vous vous tromperez pas. Mais est-ce que pour quelqu'un peut-être qui n'aurait pas, enfin qui voudrait avoir lui-même son avis par rapport à la chose, est-ce qu'il existe une ressource en ligne qui permette de se promener comme sur une carte interactive et voir en fonction du quartier, pas forcément en ligne d'ailleurs, mais en fonction du quartier, quelle est la tendance de la valeur immobilière dans cette zone-là? Est-ce que ça existe, ça? En fait, non, il n'y a pas de carte interactive comme ça qui existe. Si que les gens ils veulent communiquer avec moi, je peux leur sortir des comparables de qu'est-ce qu'il y a à vendre dans le secteur. Fait qu'en sortant des propriétés à vendre, on voit quelle est la tangente justement des marchés. Par exemple, à Sainte-Foy, justement, c'est un secteur qui était près des grands centres. C'est sûr que les valeurs à Sainte-Foy vont être plus élevées qu'à Charlebourg et Beauport. C'est Sainte-Foy. Fait que c'est pour ça que je dis que si les gens ont des questions spécifiques, moi, je peux leur envoyer des comparables de chaque secteur. Mais ce qu'il faut comprendre, puis la nuance, là, on dit où est-ce que la propriété va prendre plus de valeur. L'achat d'une propriété, c'est pas la loterie non plus, dans le sens que il y a un paquet de facteurs qui l'influencent. C'est pas on achète une maison, on s'assoit puis on attend puis ça va prendre 100 000 de valeur. Là. Ça, c'est arrivé justement lors de la crise financière de 2008 aux États-Unis. On a eu une bulle immobilière au Québec, mais c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu. Là. Ça,
en fait, à la base, quand on achète une maison, je vous donne un exemple, vous payez une maison de 275 000, vous l'entretenez, vous faites tout ce que vous avez à faire sur votre résidence, là, comme un bon père de famille, ben, la propriété, elle va avoir calculé 3% de valeur par année pendant 15 ans. Fait que mettons qu'elle est rendue qu'elle vaut 300 000, vous l'avez bien entretenu, mais la force de l'immobilier, c'est que votre hypothèque, elle va peut-être être rendue à 200 000. Fait que là, l'argent que vous avez mis sur vos paiements hypothécaires, elle vous revient. C'est ce qu'on appelle la capitalisation de votre immeuble. C'est ça la différence. C'est pas j'achète une maison de 200 000 puis dans 3 ans, elle va valoir 500 000. Si ça arrivait, là, moi, je les achèterais toutes. Alors, on te croit là-dessus. Il y a Eliane qui a partagé une ressource. Je ne sais pas si tu la connais, mais le commentaire a disparu, mais elle a parlé du baromètre de l'APC-IQ. Oui. Là, j'ai pas mon baromètre avec moi, là. Mais oui, on peut sortir justement le baromètre. Ça vient expliquer justement tous les secteurs justement de la ville, puis par région, ça vient dire justement les prix médians, tout ça. Toutefois, ça va pas venir dire la prise de valeur. Ça va donner une notion en pourcentage. Mais comme je le disais, c'est parce que je peux vous dire d'acheter une maison dans Sainte-Foy puis qu'elle va prendre 10% de valeur. Sauf que si vous l'entretenez pas, ben ça se tient pas au final. Bon retour parmi nous, Wilfried. Tu t'étais éclipsé discrètement. Merci. Ouais, désolé, je pense que j'ai peut-être des factures d'Internet en retard. Mais je crois que là, ça va mieux. Du moins, je l'espère. On va prendre encore un commentaire de Erika Sandra qui demande entre un condo et une maison ou immeuble à revenu, quel est le meilleur choix à considérer? Quel est le meilleur choix, sans considérer les prix, bien évidemment? Ça dépend. Écoutez, encore une fois, c'est sûr, c'est que si on y va, si vous me dites je veux payer pas cher, je veux pas avoir de casse-tête, dans cette situation-là, je suggérerais un condo. Parce qu'en condo, justement, il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire la tonte de pelouse pour vous, il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire de la neige. Ensuite de ça, on voit de plus en plus dans les condos, il va y avoir des services comme une piscine creusée extérieure, il peut y avoir un spa, il peut y avoir un gym à l'intérieur. Ça, c'est toutes des valeurs ajoutées de la copropriété. Savoir une maison, comme je le disais un petit peu plus tôt, une maison, ça va être plus quelqu'un justement qui veut faire ces choses, qui se dit, garde, moi j'aimerais ça avoir un petit jardin, je veux entretenir mon gazon, je veux faire ma neige. C'est une question de choix. Là. Moi, personnellement, en 2010, j'habitais en condo. Maintenant, j'habite en maison. Je suis un homme, je suis fier, j'aime ça passer ma tondeuse l'été. Nos besoins évoluent, OK? Donc, après ça, si je rentre dans le volet immeuble à revenu, ben, tu sais, dans le fond, il faut différencier les deux. Condo, unifamilial, si vous l'utilisez, c'est pour votre bien à vous. Fait que là, on magasine pour vos besoins. Si vous me dites, je cherche un placement, je cherche un investissement, alors là, sans contredit, on va y aller dans l'immeuble à revenu. Puis le principe est simple, c'est que plus qu'il va y avoir d'unités, ben plus qu'on a de multiplicateurs. Moi, je considère c'est chaque locataire, c'est comme si on avait une personne qui travaillait pour soi, parce que cette personne-là, elle paye l'hypothèque pour nous. Encore une fois, c'est bien beau d'avoir un immeuble à revenu, mais là, il faut valider, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui s'en occupe, qui le gère? Est-ce que c'est moi qui réponds aux doléances des locataires à chaque fois qu'il y a un problème? Est-ce que c'est moi qui s'occupe de faire mes renouvellements de baux? Parce que qui dit renouvellement de baux, c'est beau avoir un renouvellement, mais des fois, la personne elle a le droit, là, tu sais, dans le fond, quand on a des beaux logements, elle va dire, OK, ben moi, je reste un an, puis après ça, je m'achète une maison, puis c'est normal. Fait que, dépendamment de l'immeuble à revenu que vous allez acheter, il y a des immeubles qui peuvent avoir plus de roulement. Si les prix sont plus élevés, justement, on va avoir une clientèle de gens qui vont acheter plus en attendant. Puis après ça, ben, ils se rachètent une propriété. Mais quand ces gens-là quittent, ben là, il faut faire des visites. Il faut signer des nouveaux baux, il faut faire des enquêtes de crédit. Après ça, on n'est jamais à l'abri d'une toilette qui coule, d'un chauffe-eau à remplacer. Évidemment, il y a une panoplie de corps de métier. Puis aujourd'hui, avec l'Internet, Facebook, c'est facile de trouver les ressources pour nous aider là-dedans.
Toutefois, il y a toujours la gestion qu'il faut faire. Après ça, il y a possibilité de déléguer cette gestion-là, mais il faut être prêt à la payer. Il faut que les revenus de l'immeuble le permettent. Je vous dirais, dans la gestion d'immeubles, il y a beaucoup de gestionnaires. Là, si je prends par exemple la compagnie Gestipro à Québec, c'est une grosse compagnie. Eux autres, ils gèrent pour 3000 portes environ, là, aux dernières nouvelles, là, puis c'est peut-être plus maintenant. Ils prenaient pas d'immeubles en bas de 12 logements, sauf à quelques exceptions près. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui achète un duplex ou un triplex, c'est pas n'importe quel gestionnaire qui va accepter de gérer son immeuble parce que dans le fond, le gestionnaire, il est un petit peu comme le courtier immobilier, il charge au pourcentage. Alors là, si je donne un exemple, vous avez 2 loyers à 700 il n'y a pas personne là, qui va aller travailler là parce que, dans le fond, le pourcentage que ça va générer, ça va être trop peu pour l'ouvrage que ça va générer. En parlant de pourcentage, justement, est-ce que tu peux nous donner quand même un ordre de grandeur pour quelqu'un qui serait intéressé à faire appel à de la gestion locative, qu'est-ce que ça représenterait pour lui comme pourcentage peut-être sur son achat? Généralement, les types d'immeubles, on parle, mettons, pour de la location long terme, là, des baux annuels. On va parler de 4 à 5 des revenus annuels total. Fait que ça veut dire si votre immeuble génère 100 000 par année, il faut calculer entre 4 et 5 000 par année pour le frais de gestion. Mais le frais de gestion, c'est dans le fond juste le gestionnaire. En fait, c'est comme le chef d'orchestre. Je prends un exemple, vous me confiez votre immeuble en gestion, votre immeuble génère 100 000 moi je vous charge 5 000 pour le gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le vendredi, il y a un dégât d'eau qui est créé par le chauffe-eau, le locataire, il va m'appeler. Moi, à ce moment-là, je vais déployer un plombier, faire le remplacement. Mais si c'est un vendredi, il faut que je remplace un chauffe-eau, puis par exemple, ça coûte 800$ parce que le plombier est en double, moi, dans le fond, je mandate le plombier va remplacer le chauffe-eau, puis moi, je vous transfère la facture pour le remplacement du chauffe-eau. Moi, mon travail, ça a été de gérer la plainte du locataire, coordonner un plombier pour aller faire le travail. Fait que c'est pour ça que je dis que avant de donner un immeuble en gestion, il faut s'occuper d'avoir des revenus parce que, par exemple, si vous avez juste un duplex, puis vous le donnez en gestion, le gestionnaire, par exemple, pour faire la location de l'appartement, il va charger en moyenne entre 250 à 400 $ par appartement le loué. Après ça, tous les problèmes qui peuvent arriver, une toilette à changer, chauffe-eau à remplacer, etc. Fait que, tu sais, au final, ça se peut que vous ramassiez avec des frais là, si l'immeuble ne génère pas assez de revenus. Là. Très bon à savoir, vraiment. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Erika. Wilfried, tu es de nouveau parmi nous. Est-ce que tu nous entends bien? Wilfried, il fait la statue. Décidément, alors que j'avais une question pour lui. J'imagine que... Alors, la question, en fait, je vais la lire. S'il nous entend, tant mieux. Sinon, tu pourras aussi y répondre, Patrick. C'est Marion qui demande combien de temps ça prend pour se préqualifier environ. Et lorsque la préqualification est validée, combien de temps faut-il pour continuer les procédures? Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de la chronologie. As-tu une idée je suis quand même capable d'y répondre. Là. Dans le fond, c'est très rapide, Marion. Il n'y a pas de long délai quant à ça. Dans le fond, je te dirais ce qui est le plus long, ça va être le client à transmettre ses informations à Wilfried. Parce que dans le fond, le courtier hypothécaire, pour faire la préqualification, ça lui prend souvent vos impôts des 2 dernières années. Ça va prendre justement les T4, les reçus d'impôts, les relevés de paie. Si votre argent provient d'un don, ça va prendre une lettre de don. Fait que lui, dans le fond, quand vous l'appelez, il va vous transmettre, si on veut, une liste d'épiceries à compléter. Puis à partir du moment où vous lui donnez les données, ça peut aller très rapidement, là, dans le sens que vous pouvez avoir une préqualification là, en 48 à 72 heures si vous avez tous les documents en main. Mais règle générale, c'est ça, c'est quand Wilfried il parlait de préparation, c'est que règle générale, les gens n'ont pas ces documents-là sous la main. Fait que là, ça va leur prendre une semaine à sortir les documents, puis là, ils vont les envoyer
une fois, une autre fois. Fait que là, ben, au final, le courtier hypothécaire va recevoir tous les documents dans 2 semaines. Ben, c'est sûr que dans le fond, si vous prenez 2 semaines pour soumettre vos documents au courtier hypothécaire, ben, la préqualification va être longue. Toutefois, si vous soumettez votre dossier au complet, Wilfrid, là, je pense qu'il est de retour. Il va pouvoir ouais. Je vais en profiter pendant que tu es là. La préqualification, quand j'ai tous les documents, c'est 48 à 72 heures maximum. Quand je parle des documents, c'est l'aide d'emploi, talon de paye, T4, preuve de mise de fonds, preuve de don, etc. Et habituellement, elle est bonne pour 3 à 6 mois, tant que votre situation financière n'a pas changé. Excellent. Peut-être pour revenir là-dessus, ça veut dire que quand tu dis qu'elle est bonne pour 3 à 6 mois tant que la situation financière n'a pas changé, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire si la personne perd son emploi, si la personne a un enfant, quels sont les types de paramètres qui peuvent influencer ça dans les 3 à 6 mois? Si la personne change d'emploi, si la personne perd son emploi, si elle a un enfant, mais l'enfant, c'est souvent positif parce que certaines banques considèrent les allocations familiales dans le calcul des revenus. La mise de fonds, si elle a fondu, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Donc, il faut que quand on fait la préqualification, on prend une photo. Puis au moment de faire l'achat, il faut que ça soit la même photo ou encore mieux. Si c'est moins bon, ça peut être problématique. Là, avec le Covid, les banques demandent des talons de paye de 14 jours, alors qu'avant, c'était 45 jours. Donc, les critères se sont resserrés pour s'assurer que bon, il y a personne qui avait son emploi et qui pense acheter une maison aujourd'hui en touchant le PCU, par exemple. Donc, tout est revérifié actuellement au niveau surtout des revenus. Et aussi, j'aimerais apporter une précision là, par rapport à ce que Wilfrid dit. C'est pas rare là, dans des cas, puis moi, faut toujours que je le fasse là, pour rapporter mes clients à l'ordre. Dans le fond, les gens vont se faire préqualifier, sont contents, sont gonflés à bloc, ils peuvent acheter une maison de 300 000. Fait que là, ils se sentent riches. Fait que là, ils s'en vont chez le concessionnaire, ils s'achètent un véhicule à 50 000. Après ça, ils s'achètent un ameublement flambant. Puis ils se préparent à acheter une grosse maison. Puis finalement, à cause de ça, ben là, on arrive pour sortir, une fois qu'on a notre promesse d'achat acceptée, puis qu'on transfère le dossier à Wilfrid, ben là, il va nous revenir en disant « Oups, on a un petit problème. » Puis, peut-être Patrick, après l'étape de préqualification, combien de temps se passe-t-il généralement entre le moment où on trouve l'habitation et la signature du contrat finalement d'achat? Excuse-moi, dans le fond, ça a coupé un petit peu, Adélia. Peux-tu répéter? Oui, bien sûr. Je disais, en fait, après la préqualification, combien de temps se passe-t-il en moyenne entre le moment où l'acheteur trouve l'habitation qui l'intéresse et le moment où il signe le contrat avec le vendeur? Ça, encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. OK? Mettons que la personne se fait faire une préqualification là, par un courtier hypothécaire cette semaine et qu'elle reçoit sa lettre de préqualification lundi. Moi, elle m'appelle, on peut commencer les visites à partir de mardi. On peut faire une promesse d'achat le premier samedi qu'on visite. Là. Et ça, moi, je cause aucun délai là-dessus. Souvent, c'est que là, quand on commence à visiter, les gens veulent comparer. Fait qu'il y a des gens qui sont rapides. Des fois, il y a des gens, on va visiter 3 maisons, puis leur idée est faite, ils en ont une, ils ont eu un coup de cœur, c'est celle-là qu'on achète. Versus mon record, mon record de visite, ça a été 45 visites avec un client là, pour trouver la propriété. Fait que c'est ça, c'est variable, ça peut aller d'un à l'autre. Puis une fois qu'on a trouvé la propriété, ben là, la prise de possession, c'est au choix de l'acheteur, à savoir, tu sais, il veut-tu acheter pour le 1er août, il veut-tu acheter pour le mois de décembre. Le plus rapide que j'ai fait, ça a été 15 jours. Puis ça, encore là, ça a été tout un défi parce que le notaire, il faut qu'il ait le temps de préparer les documents en 15 jours. Et la plus longue que j'ai faite, c'est comme 1 an et 3 mois. Là. Les gens ils ont acheté au mois de septembre, c'était pour le mois de mai d'après. C'était des gens qui étaient vraiment prévoyants.
Excellent. Je pense qu'on va prendre 2 dernières questions. Le temps passe vraiment vite. Ça fait déjà 1h25 que nous sommes dans cette causerie. Alors, on a une question de Dominique Chakwa qui dit « Pouvez-vous nous donner les différentes charges inhérentes à l'acheteur pendant le processus d'achat et à la suite de l'achat? Exemple, taxe de bienvenue, taxe municipale, etc. » Au niveau de quand vous préqualifiez, les banques demandent d'avoir le 5% de mise de fonds, plus 1,5% de plus, justement, pour les frais afférents. Donc, moi, je vous dirais minimum $5,000 pour pouvoir payer le notaire, l'inspection, la taxe de bienvenue. Et quand c'est une maison existante, il y a un ajustement de taxes municipales et scolaires. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la banque demande minimum 1,5% du montant d'achat. Mais moi, je vous dirais, mettez 2% parce que il y a souvent des frais de déménagement, des petits frais là qui peuvent s'ajouter. Donc, prévoir à peu près 2% du montant d'achat. D'accord. Il y avait une autre question qui est un peu complémentaire à celle-là. Lorsqu'on a fini de payer son hypothèque, etc., est-ce qu'il y a d'autres frais qui perdurent avec la propriété de l'habitation? Normalement, quand vous finissez de payer la propriété, vous avez 2 options. Vous pouvez faire une radiation pour couper le lien entre la banque et la propriété parce que vous avez tout remboursé. Sinon, vous ne faites pas de radiation, ce qui vous permet de refinancer à 80% ou prendre une marge de crédit hypothécaire à 65% pour de futurs projets. Donc, il y a 2 options. Si vous faites une radiation, il faut repasser chez le notaire. Je pense que c'est à peu près $500. Mais si vous faites pas de radiation, vous laissez la porte ouverte à de potentiels refinancements par la suite et bon, il n'y a pas de frais. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire de radiation dans ce cas? Ça dépend. Si vous voulez couper le lien avec la banque, vous savez que vous n'aurez pas besoin de réemprunter pour la maison, oui. Mais si vous êtes, j'imagine, comme Patrick ou comme moi, des investisseurs toujours à l'affût d'opportunités, moi, je ferais pas de radiation pour pouvoir réhypothéquer éventuellement pour des projets futurs. D'accord. Alors, il y a une question qui nous a été posée durant le mois où Code F s'est adressé justement à sa communauté. C'est une question qui est assez populaire. C'est celle de savoir propriétaire ou locataire. Qu'est-ce qui convient le mieux? J'aimerais vraiment que tous les deux vous apportiez votre part à la réponse. Peut-être Patrick, est-ce que tu veux commencer avec ça? Propriétaire ou locataire? Pour ma part, assurément propriétaire. En fait, c'est surtout, je vous dirais, la première chose que ça apporte, c'est le sentiment de liberté. Le fait de se sentir chez soi et responsable de son bien. Pour moi, pour ma part, ça n'a pas de prix, même si je veux dire, si économiquement parlant, ça me revenait plus cher de le faire, je le ferais quand même juste pour le besoin de liberté. Comme je l'ai dit tantôt, c'est prouvé dans le fond que c'est sûr que quelqu'un qui a des bonnes habitudes d'économie, puis que lui, ça ne dérange pas de rester en appartement toute sa vie, ben tant mieux pour lui. Mais l'immobilier, justement, c'est ça la force. Là, Wilfried parlait tout à l'heure d'effet levier. Dans le fond, votre logement, si vous le payez toute votre vie, ben au final de votre vie, vous n'aurez pas une scène, là, dans le sens que vous allez avoir vos placements, mais il y aura pas d'argent qui va provenir de ce bien-là. Versus votre habitation, si vous la prenez sur 25 ans, dans 25 ans, fini de payer, vous pouvez la refinancer, mettons, jusqu'à 65% de sa valeur. Je veux dire, il n'y a pas plus grande liberté que ça. C'est que, dans le fond, un bien immobilier, c'est que c'est pas comme un véhicule. Un véhicule, quand il est fini de payer, il vaut plus rien, il faut le vendre, il faut s'en débarrasser parce qu'il y a eu l'entretien à faire dessus. Versus votre bien immobilier, si vous l'entretenez bien, vous le refinancez. Dans le fond, il n'y a pas de limite, là. Vous pouvez le refinancer aux 5 ans. Si vous voulez, là,
En fait, même ça dépend justement là, si vous apportez des améliorations. Là, vous pouvez même le refinancer avant ça dans certains cas. Mais règle générale, à chaque 5 ans, si vous voulez, vous pouvez sortir un montant d'argent pour faire des rénovations d'entretien sur votre propriété. Excellent. Merci, Patrick. Et Wilfried, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Génial. Moi, pour ma part, bon, c'est sûr que statistiquement, il y a des études chaque année qui montrent en fait le seuil à partir duquel il est mieux d'être propriétaire ou rester locataire. Je pense que c'est plus ou moins $680. Donc, ceci étant… Le loyer mensuel, si je comprends. Exactement, par rapport au loyer mensuel. Bon, ceci étant dit, je rejoins pas mal Patrick pour l'effet de levier que ça peut procurer. Et aussi, bon, même si vous êtes en dessous du seuil et que vous avez un loyer de $700, c'est sûr que si vous achetez une maison ou un condo, ça peut être plus difficile de retrouver ces paiements. Par contre, à 5% de mise de fonds, vous pouvez acheter un duplex avec un locataire qui vous permet de rester dans ces paiements, dans des paiements mensuels similaires au loyer que vous payez avant. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je pense que c'est intéressant d'acheter parce que bon, vous pouvez soit améliorer votre qualité de vie ou garder la même si vous avez un duplex, exemple avec un locataire. Et une parenthèse que j'ai oublié d'apporter tout à l'heure, c'est l'achat avec rénovation. Quand on parle d'optimiser, de donner de la valeur à la propriété, au moment de l'achat, vous pouvez demander un financement à la banque s'il y a des travaux à faire au moment de l'achat. Si vous ne le faites pas, il faut peut-être attendre 5 à 7 ans dans le marché actuel pour pouvoir refinancer et aller chercher de l'équité pour faire des travaux. Alors, je recommande souvent, s'il y a des travaux à faire, de faire la demande au moment de l'achat. Puis aussi, au niveau des recherches de propriété, des fois, vous pouvez voir une maison, bon voilà, c'est le coup de cœur, mais bon, vous n'aimez pas la cuisine, vous aimez pas. Souvent, c'est madame. Madame n'aime pas la cuisine, elle n'aime pas la salle de bain. Monsieur n'aime pas le sous-sol pas fini. Donc, on peut faire des soumissions et rajouter le montant de ces travaux à l'achat pour que ça soit fait au moment, quelques semaines. Vous avez jusqu'à 3 à 6 mois, dépendamment de la période de l'année où vous l'achetez, parce que l'hiver, c'est un peu plus difficile, mais vous avez un délai pour faire des travaux et tout de suite bonifier donc la valeur de la propriété. Excellent, merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre une toute dernière question, celle de Marion, qui est l'heureuse élue Marion Bonkongu. Si on prévoit acheter dans 1 an, est-ce qu'on peut commencer le processus de recherche maintenant? Je vais te laisser répondre, Patrick. Comme je disais tantôt, le meilleur moment, c'est maintenant. Dans le fond, quand on dit qu'on recherche dans 1 an, là, c'est la bonne période justement pour commencer à se faire là et commencer à faire ce que j'expliquais tantôt, là, faire notre recherche de besoins. À savoir, on veut une maison de combien de chambres, on veut une maison de quel prix, puis on la veut dans quel secteur. Là, c'est la partie le fun. Okay? C'est le temps de commencer justement à faire le magasinage. Il serait trop tôt pour commencer à faire des visites et faire des promesses d'achat parce que, règle générale, quand il y a quelqu'un qui pique la pancarte à vendre, il y a le désir de vendre maintenant, pas dans 1 an. Tu sais, dans le fond, la personne, quand elle met elle plante une pancarte à vendre, règle générale, on parle entre 30. Tu sais, le délai de prise de possession moyen là, que les gens veulent, là, c'est 30 à 60 jours. On a des gens plus conservateurs qui disent, gars, moi, je veux prendre mon temps, 3 à 6 mois. Okay. Mais règle générale, tu sais, 1 an, là, c'est la bonne période justement pour commencer à magasiner, commencer à se faire là, établir nos critères. Puis je vous dirais, mettons, si vous souhaitez acheter pour juin 2021, ben on peut commencer à magasiner là, à partir de fin novembre, décembre, y aller lentement, briser la glace, puis on règle le dossier là, pour janvier, février à peu près. Là. Excellent. Wilfried, est-ce que tu veux peut-être partager aussi ton point de vue
par rapport à ça? Ou je dirais plutôt, est-ce que si tu avais un mot pour la fin à partager avec ceux qui nous regardent, eh bien, quel serait-il? Écoute, par rapport à ça, honnêtement, par expérience, 1 an, c'est un peu trop loin. Premièrement, parce que la préqualification ne sera plus valide et les critères dans 12 mois peuvent changer, les critères de qualification. Les taux peuvent augmenter, le taux de qualification peut augmenter, la situation de l'emploi peut changer. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de courtiers immobiliers qui vont commencer à chercher des maisons pour un achat dans 1 an. Donc, c'est pour ça que Patrick disait 6 mois à peu près. Donc, on peut commencer à se préqualifier ou à regarder sa situation actuelle et à se projeter. Bon, là, il faut que j'augmente ma mise de fonds. Ah, il faut que je commence à négocier avec ma mère pour qu'elle me fasse un don. On peut commencer à se préparer et 6 mois avant, entamer les démarches pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Puis, un mot de la fin. Écoute, je pensais laisser ça à l'animatrice, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des projets d'acquisition, le bon moment. Bon, Et on te perd un peu, Wilfried. c'est dommage pour le mot de la fin. Mais je pense que, écoute, je voyais pas mal où est-ce qu'il voulait s'en venir. Je pense qu'il voulait dire le meilleur moment, c'est maintenant. Puis pourquoi qu'on dit ça, c'est que, comme Wilfried le disait, c'est que dans le temps, on sait pas c'est quoi le futur, la situation peut changer. Fait que si vous avez l'intention de vous acheter une propriété, mais qu'il y a des barrières psychologiques qui vous en empêchent, je donne un exemple. Si vous avez un bail, il y a toujours une session qui est possible, là. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, mais c'est pas parce que vous avez signé un bail que vous avez renouvelé votre bail que vous avez pas le droit là, d'acheter une propriété. Chose qu'on peut faire justement, c'est que à ce moment-là, on peut faire une promesse d'achat plus éloignée dans le temps. Justement, je donne un exemple, on visite une propriété en juillet, on fait une prise de possession pour décembre. Alors là, ça vous donne 6 mois pour passer une annonce puis louer votre appartement et trouver un cessionnaire là, qui va prendre le bail à votre place. Là. Fait que le mot de la fin, ce serait vraiment le meilleur moment, c'est maintenant. Excellent. J'imagine que vous voulez dire, mais bon, puisqu'on est de retour parmi nous, on va quand même te laisser compléter ce que tu avais commencé tout à l'heure, Wilfried. En espérant que cette fois soit la bonne. Peut-être pas encore. En attendant que ça fonctionne de son côté, je vais, avant de clore cette causerie, je vais vous inviter, messieurs, dames, qui nous regardez, à vous abonner à la page de Code F, la page Facebook Code F, vous aider à améliorer votre santé financière, ou encore au groupe de Code F dont on mettra les liens en commentaire, parce que ce n'est clairement pas la première et ce n'est clairement pas la dernière causerie que nous ferons sur différents sujets. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à liker la page, comme je disais plus tôt. Et je ne pourrais pas terminer sans vous recommander nos courtiers du jour. Vous l'aurez entendu, vous l'aurez vu. J'étais bien entourée, en compagnie vraiment d'experts. Merci beaucoup, Patrick, pour ta perspective en tant que non seulement courtier immobilier, mais aussi propriétaire et copropriétaire et gestionnaire. Ça a été vraiment grandement enrichissant. Je vais tout attendre quelques instants que Wilfried revienne, question que je puisse aussi dire un mot sur lui. Mais voilà, c'est Patrick Fournier, qui était notre courtier immobilier invité aujourd'hui, et Wilfried Ouedraogo, notre courtier hypothécaire du jour. Peut-être que je prendrai une dernière question pour attendre que Wilfried revienne. Ou est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter? Moi, j'avais fait le tour, mais on peut prendre une autre question, ça va me faire plaisir. Excellent. Alors, encore Marion, merci beaucoup pour tes questions, Marion, qui demande les frais de copropriété pour les condos. Qu'est-ce que c'est? OK. Les frais de copropriété, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les frais afférents justement à la propriété. Le montant va varier selon les services qu'on va avoir. Par exemple, un condo justement là, qui a aucun service d'inclus, à ce moment-là, les frais, il va y avoir la tonte de pelouse, le déneigement.
ces frais-là, ça va être une facture commune. Puis je donne un exemple, mettons qu'il y a 16 copropriétaires, alors ça va être redivisé sur ça va être redivisé sur l'ensemble de la copropriété. Ça inclut souvent aussi, là, parce que quand on est en copropriété, on a une portion d'assurance, mais notre portion d'assurance est seulement pour notre partie privative. OK? Et dans la copropriété, il y a des aires communes et il y a le bâtiment. Dans le fond, c'est quand on achète un condo, on est propriétaire de notre unité et on est propriétaire d'une quote-part du reste de l'immeuble. Fait que là, c'est sûr, ça serait quand même long à tout détailler, là, mais sommairement, calculer, c'est tous les frais, les services de base, là, comme l'électricité, l'éclairage, le nettoyage des tapis des aires communes, l'entretien des ascenseurs s'il y en a, l'entretien de la piscine s'il y en a une, l'entretien du gymnase s'il y en a une. Fait que c'est pour ça que je dis que plus qu'il va y avoir de services dans la copropriété, plus que les frais de copropriété vont être chers. Après ça, une façon d'amortir les frais de copropriété, ça va être le nombre d'unités. Plus que la copropriété est grosse, ben là, on a un plus grand multiplicateur. Fait qu'on peut se répartir les factures en un plus grand nombre. Fait que c'est une façon d'avoir plus de services à moindre coût. Mais tu sais, c'est toujours de trouver le juste milieu là. À retenir, c'est que plus qu'il y a de services, plus que le frais de copropriété va être cher. Une autre chose aussi banale, le stationnement intérieur, des choses comme ça, ben, en hiver, le stationnement intérieur, faut le chauffer, faut le faire nettoyer, faut l'entretenir, il y a un système de ventilation à cause des émissions CO2, tout ça, fait que c'est sûr que garage intérieur, piscine, spa, gym, c'est sûr et certain, là, dans les frais de copropriété, on va frôler 200$ par mois, le minimum. Excellent. Je profitais du fait que Wilfried ait l'air de revenir parmi nous. Ouais, c'est ça, hein, quand il va être là, il faut que je le laisse aller. De le saisir quand il est là. Toujours pas, Patrick. Si jamais quelqu'un parmi ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont en rediffusé veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Meilleure façon, c'est par courriel ou via Messenger. Donc, Messenger sur Facebook, là, il suffit de m'envoyer une invitation d'amis. J'accepte tout le monde. J'ai un bon réseau, donc Messenger, mon nom est Patrick Fournier. Sinon, par courriel, mon adresse c'est pfournier@viacapital avec un e.com. Excellent. Je pense que vous pourrez faire de même avec Wilfried Ouedraogo. Si jamais vous désirez le rejoindre en tant que courtier hypothécaire de façon privée, eh bien, je vous invite à écrire en privé, par exemple, à Code F, et je n'ai nul doute que l'équipe se fera un plaisir de vous répondre rapidement. À défaut de pouvoir dire merci à Wilfried, j'ai toujours espoir qu'il réapparaisse à un moment donné. Je veux quand même prendre le temps de te remercier chaleureusement, Patrick, pour tes questions qui étaient super complètes, d'ailleurs vraiment très enrichissantes. Puis, j'espère que ceux qui nous ont suivis, puis d'après les commentaires, échanges très intéressants et grandement éducatifs. Merci pour votre expertise et la générosité de votre temps, vraiment. Je pense que ça a plu. Avant de vous laisser, chers tous, Wilfried est parmi nous. Quel timing! Wilfried, j'étais en train de le dire, c'était, voilà, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont apprécié la causerie. Si jamais il y a des gens qui veulent te rejoindre pour travailler avec toi en tant que courtier hypothécaire, comment font-ils? Où te rejoindre? Merci beaucoup pour l'invitation, Codef, c'était super apprécié. Mon cellulaire, 418-255-0352. Ça va me faire plaisir de vous guider à ce moment-là et je pourrais vous donner mon courriel par la suite. Donc, le cell, c'est le meilleur moyen. 418-355-0352. Oui, 418-255-0352. Okay. Puis, merci à Codef pour l'invitation, c'était super. Merci pour l'animation. Adélia, c'était formidable comme d'habitude. Et Patrick, toujours un plaisir. Pareillement, merci encore à vous deux. Puis, au plaisir et à vous qui nous regardez, à très bientôt pour une nouvelle causerie. Bye bye. Parfait, merci.